chapitre i. 3 lycéennes, de quelques noms de baptême nouveaux, en omnibus à 250 mètres au-dessus de la Seine. Le mois de septembre touchait à sa fin. L'été avait été magnifique. Le soleil, calmant ses ardeurs de messidor, dégageait maintenant ces tièdes et caressantes effluves des belles journées d'automne aux splendeurs dorées. L'aéronef omnibus B, qui fait le service de la gare centrale des Tubes, boulevard Montmartre, au très aristocratique faubourg Saint-Germain-en-Laye, suivait, à l'altitude réglementaire de 250 mètres, la ligne onduleuse des boulevards prolongés. L'arrivée d'un train du tube de Bretagne avait rapidement mis au complet une douzaine des aéronefs stationnés au-dessus de la gare et fait s'envoler, avec un plein chargement, tout un essaim de légers aérocabs, de véloces, de chaloupes, d'éclairs et de tartanes de charge pour les bagages, ces lourdes gabarres ailées qui font à peine leurs 30 kilomètres à l'heure. L'aéronef B portait son contingent complet de voyageurs, une vingtaine dans l'intérieur, autant sur la dunette, l'ancienne impériale des véhicules terriens de jadis, et 4 sur la plate-forme d'arrière. Ces proportions lui eussent permis d'enlever à travers l'espace une plus grande quantité de kilos vivants, mais les compagnies, talonnées en cela par la concurrence, tenaient à laisser toutes leurs aises aux voyageurs. Quel que fût le nombre des passagers, dès que le chiffre de 2500 kilos était atteint et marqué par l'aiguille du compteur, le mot « complet », en grosses lettres d'1 mètre de hauteur, apparaissait sur les 2 flancs de la nacelle omnibus, et le contrôleur de la station ne laissait plus monter personne. Les passagers de l'aéronef B étaient en grande partie des commerçants parisiens, revenant avec leurs familles de leur villa de Saint-Malo ou d'une petite partie de campagne dans les roches bretonnes. Cela se voyait aux paniers vides ayant contenu des provisions, aux boîtes d'herborisation et aux filets à crevettes des enfants. Quelques marins en congé et des volontaires d'1 mois causaient bruyamment sur la dunette des fatigues du métier, ou lisaient des journaux mis libéralement par la compagnie à la disposition des voyageurs. Assises sur les pliants de la plate-forme d'arrière, 3 jeunes filles portant l'uniforme des lycéennes formaient un groupe gracieux. Le béret à jugulaire, autrement élégant que l'antique képi des lycées masculins, couronnait de jolies têtes aux traits fins et d'abondantes chevelures tombant en boucles sur les épaules. 2 de ces jeunes filles étaient brunes, la 3e possédait, sous le béret coquettement incliné, la plus admirable de ces toisons blondes qu'affectionnèrent de tout temps les peintres et dont les poètes ont toujours raffolé, depuis le vieil Homère et la volage épouse de Ménélas. Ces longues tresses d'un blond vibrant, trop abondantes pour être laissées en liberté, étaient réunies par un ruban bleu et formaient ainsi une sorte de catogan qui se balançait sur la vareuse bleue de la lycéenne à chaque souffle de l'air. Les 2 lycéennes brunes étaient les filles du banquier milliardaire Raphaël Ponto, un de ces soleils de la bourse autour desquels gravite en humble satellite la foule des petits millionnaires. La lycéenne blonde se nommait Hélène Colobry. Elle était orpheline et pupille du banquier Ponto, cousin éloigné de sa famille. Hélène Colobry, appuyée sur la balustrade de la plate-forme, regardait avec une certaine mélancolie filer sous la nacelle les innombrables toits, les cheminées, les belvédères, les coupoles, les tours et les phares de l'immense Paris. Peut-être songeait-elle à son isolement d'orpheline et voyait-elle avec appréhension se rapprocher rapidement les horizons de Saint-Germain et les opulents quartiers de Chatou et du Vésinet, aux splendides hôtels émergeant d'une forêt de grands arbres. Ses compagnes allaient trouver à la station un père et une mère les bras ouverts et le coeur bondissant. Elle, la pauvrette, aurait pour toutes effusions une poignée de main d'un tuteur qu'elle n'avait pas vu depuis près de 8 ans, depuis le jour déjà lointain de son départ pour le lycée de Plougadec les Cormorans dans le Finistère. Tout au contraire d'Hélène, mesdemoiselles Ponto étaient en gaieté. Leurs yeux couraient alternativement de l'horloge électrique de l'aéronef aux coteaux blancs de maisons des bords de la Seine. « C'est inouï, Barnabette, » disait l'une. « 10 minutes pour aller du boulevard Montmartre au parc de Boulogne, nous ne marchons pas. »« Ces omnibus sont ridicules, » répondait l'autre.
vois-tu que j'avais raison, Barbe, de vouloir prendre un aérocab? Nous serions arrivés. C'est parce que c'est plus amusant, l'aéronef omnibus. Il y a du monde, c'est plus gai. Moi, je trouve ces omnibus assommants. Ça me rappelle nos vieilles guimbardes d'aéronefs du lycée, quand on nous emmenait à 4000 mètres prendre l'air et entendre une conférence du professeur de physique. Au moins, là, je dormais. Nous n'allons pas très vite, dit Hélène, à cause de la grande circulation. À Paris, il faut encore une certaine prudence. Nous pourrions accrocher quelque autre omnibus et recevoir des avaries. Mais prends patience, Barnabette. Dans 8 ou 10 minutes, nous serons à Chatou. Les noms de baptême des deux demoiselles Ponto, Barbe et Barnabette, manquent peut-être d'élégance et de douceur, mais on sait que les partisans de l'émancipation de la femme et de sa participation à tous les droits politiques et sociaux, ainsi qu'à tous les devoirs résultant de ces droits, ont adopté la coutume de donner aux enfants de ce sexe émancipé des noms d'un caractère dur ou d'une euphonie rébarbative. Dans les familles avancées, les jeunes filles, répudiant les noms frivoles du calendrier, s'appellent maintenant Nicolas, Maximilienne, Arsène, Rustica, Contrane, Hilarione, Prudence ou Casimira. M. Raphaël Ponto, homme d'affaires peu sentimental, et Mme Ponto, femme pratique, ont choisi pour leur fille des noms d'un caractère sérieux. Quand on destine une jeune fille à tenir les rênes d'une grande maison de finance, il est au moins oiseux de l'appeler Sylvie ou Églantine. Le rôle destiné à la femme étant sérieux, le nom doit être sérieux. Barbe et Barnabette sont des noms sérieux qui peuvent être portés par de sérieuses banquières. Cependant l'aéronef continuait sa route. La Seine allongeait sa grande arabesque d'argent entre deux lignes de quais chargés de hautes maisons à 12 étages. Les coteaux du quartier de Mandon fuyaient déjà sur la gauche par-dessus les solides blocs de maçonnerie bâtis dans les îles. Tout à fait au-dessous de la nacelle, comme un damier, les rues et les places poudreuses de l'ex-bois de Boulogne se dessinaient en carrés réguliers couverts d'usines et de cités ouvrières, dont les jardinets formaient tout ce que le temps avait respecté de l'ancienne promenade des élégants des siècles derniers. L'aéronef fit un crochet à droite pour éviter les hautes tours de l'observatoire et de la grande usine électrique du mont Valérien, puis d'un seul bond au-dessus du quartier industriel de Nanterre, elle arriva au tournant de la Seine. Le débarcadère de Chatou dressait à 500 mètres sa haute charpente couronnée par un phare électrique. L'aéronef, comme une gigantesque hirondelle, se laissa glisser sur les couches de l'air en décrivant une courbe, et descendit en 1 minute à la hauteur du bureau. Là, sans secousse, avec un simple tressaillement dans la membrure, elle s'arrêta net par une simple pression du mécanicien sur la roue du propulseur. Le conducteur, placé sur la plate-forme d'arrière, jeta le grappin au contrôleur du bureau, et les communications furent établies entre le navire aérien et la terre. Hélène Colobry et ses deux cousines Barbe et Barnabette prirent pied sur la plate-forme du débarcadère. « Tiens, dit Barbe, j'ai oublié de téléphoner à papa d'envoyer un hélicoptère au-devant de nous. Bah, ce n'est pas la peine, nous irons à pied à l'hôtel. » Les trois jeunes filles prirent place dans l'ascenseur qui les mit à terre en 1 minute. L'hôtel Ponto et compagnie n'était pas loin. On apercevait à peu de distance le belvédère de son pavillon central pointant au-dessus d'un épais massif d'arbres. Dans ce riche 37e arrondissement, quartier de gros négociants et de banques, où les terrains valent un prix énorme, la banque Ponto occupait un vaste quadrilatère en façade sur la rue de Chatou, sur 2 rues latérales et sur le grand boulevard de la Grenouillère, vieille appellation qui rappelle les ébats aquatiques des viveurs du Moyen Âge, au temps où Chatou et même, le croirait-on, Saint-Cloud, étaient encore la campagne. Les bâtiments donnant sur la rue de Chatou contenaient les bureaux occupés par plus de 400 employés et les cryptes à coffre-fort, vastes caves blindées, protégées contre les voleurs par un système d'avertisseurs électriques et contre l'incendie par un réservoir contenant 1000 m³ de sable fin. Derrière ces locaux administratifs, un très beau jardin entourait d'une épaisse et verdoyante muraille l'hôtel particulier de la famille Ponto.
les deux demoiselles Ponto, en pénétrant dans le jardin paternel, furent surprises de ne pas voir leur père ou leur mère. S'approchant du téléphonographe encastré dans un des piliers de la grille, Barbe s'annonça comme le font les visiteurs ordinaires. « Hélène, Barbe et Barnabette. » Au lieu de la voix de son père ou de sa mère qu'elle s'attendait à entendre, ce fut la voix du concierge que le téléphonographe apporta. « Je fais prévenir monsieur de l'arrivée de mes demoiselles, » grinça le téléphonographe. « Tiens, papa n'est pas là ?» dit Barbe surprise. « Maman non plus, il me semble, » répondit Barnabette. « C'est l'accent alsacien du concierge. » Les trois jeunes filles traversèrent rapidement le jardin et gravirent le perron de l'hôtel. Le concierge les attendait. « Monsieur est à la bourse, » dit le concierge. « Je viens de lui téléphoner et j'entends la sonnette qui m'annonce la réponse. » En effet, un tintement continu résonnait au grand téléphonographe du vestibule. Dans toutes les maisons des grands quartiers, le panneau central du vestibule est occupé par le téléphonographe, cet heureux amalgame du téléphone et du phonographe. Avec lui, il n'est pas besoin, comme avec le simple téléphone, de tenir sans cesse le tuyau conducteur à l'oreille et de parler dans le récepteur. Il suffit de parler à voix ordinaire à petite distance de l'instrument, et l'ouverture de métal, à la fois oreille et bouche, apporte bientôt, distinctement détaillées, les syllabes de la réponse. Les jeunes filles se tournèrent vers le téléphonographe et le concierge mit le doigt sur un bouton. Le tintement s'arrêta aussitôt. La petite plaque mobile fermant l'instrument s'ouvrit et laissa passer la réponse de M. Ponto. « Bonjour, mes petites, » dit le téléphonographe. « Je n'ai pu aller au-devant de vous au tube, la bourse est un peu houleuse aujourd'hui, baisse sur toute la ligne. Comment allez-vous, mes enfants ? Le 200 est à 147 3/4, en baisse de 73 centimes pour cause de bruit de conversion en 1,5. Si vous avez quelques petites économies sur votre argent de poche, c'est le moment d'acheter. Faut-il acheter ? » Non, répondit Barbe, ça baissera encore davantage. Comme vous voudrez, reprit le téléphonographe au bout d'une minute. Je reviens alors, je serai à l'hôtel tout à l'heure. Il faut au plus un quart d'heure pour venir de la bourse à Chatou en aérocab. Les jeunes filles avaient à peine eu le temps de passer en revue les appartements préparés pour elles à l'hôtel que le timbre du concierge leur annonça l'arrivée de M. Ponto. Le banquier arrivait par le ciel. Son aérocab venait de toucher, en haut de l'hôtel, au belvédère débarcadère. Laissant son véhicule aux mains des gens de service, il descendit par l'ascenseur. Ses filles l'attendaient sur le palier du premier étage pour se jeter dans ses bras. « Bonjour, bonjour, mes enfants, » dit M. Raphaël Ponto. « Bonjour, Hélène. Bonne santé, je vois ça. Toutes trois bachelières, très bien, je suis content. Alors, vous n'avez pas voulu acheter de 200. Tu as peut-être raison, Barbe. Fine mouche, ça descendra encore, je le crois. »« Et maman ?» demanda Barbe. « Elle n'est pas là ?» demanda le banquier. « Non. »« C'est vrai, j'y pense, j'ai déjeuné seule. Elle était sortie. »« Sans nous attendre ?» fit Barbe. « Ah, tu sais, petite, on n'a pas toujours le temps. Mais nous allons savoir où elle est allée et si elle rentrera de bonne heure. » Le banquier frappa sur un timbre, un domestique parut. « Le phono à madame, » dit le banquier. Le domestique s'inclina et reparut bientôt avec l'instrument demandé. « Quand madame Ponto sort, » dit le banquier, « elle laisse toujours ses instructions dans le phono et elle ne manque pas de dire où elle va. C'est très commode. » M. Raphaël Ponto toucha le bouton du phonographe. « Renouvelez les fleurs du salon, » dit le phonographe. « La voix de maman !» s'écria Barnabette. « C'est toujours cela. Voir en magasin du Trocadéro pour les échantillons de satin Régence et leurs nouilles grasses de Colmar. Rafraîchir l'eau de l'aquarium. Je rentrerai vers 11 heures. »« Ah !» firent Barbe et Barnabette. « Je dîne au café anglais avec quelques amis politiques. » Le phonographe s'arrêta. « C'est tout ?» demanda Barnabette. « Rien pour nous ?»« Madame Ponto a oublié votre arrivée, » dit le banquier. « Elle est très absorbée par ses occupations. J'aurais dû lui rappeler que nous vous attendions aujourd'hui. » Père pratique et tuteur pratique. Une victime des tubes. La grande réforme de l'instruction. Les classiques concentrés. Le choix d'une carrière. M. Raphaël Ponto, excellent père,
avait résolu de consacrer entièrement sa soirée à ses enfants. Renonçant même à l'audition téléphonoscopique d'un acte ou deux de l'opéra-français, allemand ou italien, qu'il s'offrait quotidiennement après dîner pour faciliter la digestion, il sommeilla dans son fauteuil en faisant causer les jeunes filles. On était tout à fait en famille. Il n'y avait là que le caissier principal de la banque, 2 ou 3 amis et un oncle du banquier, très antique, très ridé, très cassé, et même quelque peu tombé en enfance. Mon oncle Casse-Noisette, disait en parlant de lui l'estimable banquier, en faisant allusion au nez et au menton du digne oncle que l'âge et une sympathie mutuelle portaient à se rapprocher. Cet homme vénérable, enfoncé dans une bergère, adressait du fond de son faux-col quelques questions à ses petites nièces sur le voyage qu'elles venaient de faire. Alors, mes enfants, vous êtes arrivés à Paris à 4 heures et partis de Plougadec à... Oui, mon oncle, partis de Plougadec à 3h15. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous savez bien. Vous croyez 3 quarts d'heure seulement pour venir du fond de la Bretagne à Paris. Les heures n'ont toujours que 60 minutes, n'est-ce pas? On change tout maintenant. 3 quarts d'heure. Et quand je pense que de mon temps... Allons, dit Ponto, voilà que ça lui reprend. Nos tubes lui mettent la cervelle à l'envers. Voyons, mon oncle Casse-Noisette, laissez là vos vieux souvenirs. Quand je pense que dans ma jeunesse, en 1890, avec les chemins de fer, on mettait 10 heures pour aller de Paris à Bordeaux. Et grand-papa, vous ne l'avez pas connu, grand-papa? Non, vous êtes trop jeune. Grand-papa me disait qu'avec les diligences, il fallait 4 jours. Et maintenant le tube vous jette en 3 quarts d'heure du fond de la Bretagne à Paris? 3 quarts d'heure de tube par train omnibus, dit Barnabette en riant. L'express met 28 minutes, le temps de s'embarquer à Brest, et vlan, l'électricité et l'air comprimé vous lancent dans le tube avec une vitesse foudroyante. Horrible, gémit l'oncle vénérable en s'enfonçant dans le collet de sa redingote. M. Ponto éclata de rire. Notre pauvre oncle Casse-Noisette, dit-il à ses amis, rabâche continuellement de ses chemins de fer. Vous ne savez pas pourquoi? C'était un des plus forts actionnaires du chemin de fer du Nord et l'invention des tubes électriques et pneumatiques venant, vers 1915, remplacer les antiques voies ferrées, l'a ruiné complètement. Le brave homme n'a jamais pu prendre son parti de cette catastrophe, et il poursuit à toute occasion de ses malédictions l'infernal tube, cause de ses malheurs. Il a toujours eu depuis la tête dérangée, dit le caissier de M. Ponto. Il n'est pas possible qu'on n'ait jamais mis 10 heures pour aller à Bordeaux. Je ne crois pas, dit Ponto. Il exagère. C'est comme ce qu'il nous raconte des omnibus et des tramways du temps jadis. Pourtant il y a des vers célèbres là-dessus, dit Ponto. Je ne sais plus de qui. Voyons si je me les rappelle. 4 bœufs attelés d'un pas tranquille et lent promenaient dans Paris le bourgeois indolent. C'était le tramway d'il y a 100 ans, c'est inimaginable, s'exclama le caissier. Mon pauvre oncle, reprit Ponto, a donc été ruiné de fond en comble par la faillite des chemins de fer à la création des tubes. Il m'a raconté jadis les péripéties de l'affaire. Les chemins de fer ont essayé pendant quelque temps de lutter contre les tubes, mais les avantages immenses de cette concurrence, la concurrence, comme disait mon oncle avec des imprécations, le bon marché des voyages, la rapidité, ont bien vite fait abandonner la vapeur. Les locomotives se sont rouillées dans l'inaction, on a vendu les rails au vieux fer, et tout a été dit. Avez-vous vu la dernière locomotive qui fonctionna entre Paris et Calais sur la ligne du Nord en 1915? Elle est au musée de Cluny, la pauvre vieille, avec toutes les reliques du Moyen Âge. Mon oncle va de temps en temps contempler ce vieux débris d'un autre âge et causer avec elle de la baisse épouvantable des actions survenue l'année des tubes. De 3175 francs à 1 franc 25, gémit l'oncle avec un accent désespéré. Il a été ruiné par les tubes comme son grand-père, actionnaire des compagnies de diligence, l'avait été par les chemins de fer. C'est dans la destinée de la famille. Il m'arrivera la même mésaventure quand on remplacera les tubes et l'électricité par quelque moyen de locomotion meilleur et plus rapide. L'oncle Casse-Noisette, après avoir poussé quelques gémissements inarticulés, ne parla plus et se contenta de protester contre le siècle par des hochements de tête réguliers qui le conduisirent rapidement au sommeil. Voyons, mes petites, reprit m raphaël ponto en s'adressant à ses filles,
causons de choses plus sérieuses que les antiques chemins de fer et les fabuleuses diligences de notre vénérable oncle. Voyons, dites-moi, suis-je un homme pratique? Certainement, papa, répondirent Barbe et Barnabette. Vous êtes un homme pratique. Excessivement pratique, dit le banquier. Père pratique, tuteur pratique. Je vous ai fait donner une éducation pratique. La vie de collège, il n'y a que cela pour retremper la jeunesse. Je regarde l'éducation de la famille comme trop amollissante, et je pense qu'elle ne donne pas aux jeunes gens le nerf nécessaire pour se lancer dans la vie avec des chances de réussite. Oui, vraiment, le lycée était avantageux pour vous et pour moi. C'est vous surtout, ma chère Hélène, qui devez vous applaudir d'avoir reçu une éducation pratique. Eu ma double qualité d'homme et de tuteur pratique, je vous ai flanqué au lycée quand vous avez eu 10 ans, dans un lycée éloigné sur les côtes de Bretagne. Bonne situation, air salubre, brise marine fortifiante, vacances très limitées, ce qui est excellent pour la tranquillité. Vous étiez très bien à Plougadec-les-Cormorans. La réforme universitaire d'il y a 20 ans a porté d'excellents fruits, dit un des amis de M. Ponto. L'éducation est maintenant exclusivement pratique. Un peu trop de sciences exactes, fit Hélène avec un sourire. Jamais trop, mademoiselle, dit sentencieusement Ponto. De la physique, de la chimie, des mathématiques transcendantes, toujours et toujours, jusqu'à donner le cauchemar, dit Hélène, en esquissant une moue qui prouvait qu'elle n'appréciait que très faiblement les agréments du lycée de Plougadec-les-Cormorans. Des mathématiques jusqu'à indigestion, ajouta irrévérencieusement Barnabette. Et le cours de droit, grand Dieu, reprit Hélène, voilà encore quelque chose de délicieux. 2 après-midi par semaine consacrés à l'étude des instituts et des pandectes. Et nos codes, et Dupin, et Mourlon, et Siret. Oh grand Dieu, si jamais je souffre de l'insomnie, je n'aurai qu'à me rappeler le cours de jurisprudence pour m'endormir. Vos notes n'étaient pas toujours très bonnes, ma chère Hélène, je l'ai constaté avec chagrin, et vous n'avez jamais obtenu qu'un simple accessit de jurisprudence. Que je ne méritais guère, c'est Barbe qui m'a soufflé aux examens. Moi, dit Barbe, c'est étonnant, mais je mordais assez bien au droit. Je suis ferrée comme un avocat sur les 8 codes. Dans le cours spécial traitant des séparations de corps et de biens. Ah, vous suiviez un cours spécial de séparation, fit le caissier. C'est excellent et très pratique, dit Ponto. J'approuve fort le conseil de l'instruction publique d'avoir introduit ce cours dans le programme des études. Ne devons-nous pas être armés solidement pour la lutte, reprit Barbe. Nos professeurs appellent très justement notre attention sur ce cours. Dans le cours spécial des séparations, j'ai obtenu une mention particulière. Enfin, ma chère Hélène, jurisprudence à part, vous voici bachelière ès-lettres et ès-sciences. Oh, vous savez qu'il n'est pas bien lourd, le bachot ès-lettres. Pour faciliter et abréger les études littéraires, on a inventé les cours de littérature concentrée. Cela ne fatigue pas beaucoup le cerveau. Les vieux classiques sont maintenant condensés en 3 pages. Excellent. Ces vieux classiques, ces scélérats grecs et latins, ont donné tant de mal à la pauvre jeunesse d'autrefois. L'opération qu'on leur a fait subir les a rendus inoffensifs, tout à fait inoffensifs. Chaque auteur a été résumé en un quatrain mnémotechnique qui s'avale sans douleur et se retient sans effort. Voulez-vous la traduction concentrée de l'Iliade avec la notice sur l'auteur? La voici. Homère, auteur grec. Genre, poésie épique. Signe particulier, aveugle. Sous les murs d'Ilion, 10 ans passés, hélas, les Grecs ont combattu, conduits par Ménélas, Ulysse, Agamemnon et le fils de Pelée. Hector, fils de Priam, périt dans la mêlée. Bravo, s'écria M. Ponto. C'est très suffisant. J'ai dans ma bibliothèque une autre traduction de l'Iliade en 4 volumes, mais je préfère celle-ci. C'est plus clair et cela se lit plus facilement. À notre époque affairée, il faut des auteurs rapides et concentrés. J'admire beaucoup l'homme de génie qui a inventé la littérature concentrée. Les auteurs français n'ont pas eu besoin d'être traduits en quatrains, on en a fait des condensations en vers et en prose. Nous avons Corneille condensé en 4 vers. La valeur n'attend pas le nombre des années, prends un siège, Cinna, etc. Cela suffit parfaitement. J'aimerais assez voir appliquer ce système de condensation au théâtre. On pourrait très bien condenser tout le théâtre de Corneille en un acte, tout Racine en un acte, tout Dumas père et fils en un acte, tout Victor Hugo en un acte, et enfin tout Dennery également en un acte.
On pourrait imaginer facilement une action attachante pour relier les 5 actes. Le public aurait, de cette façon, les 5 grands classiques en une seule soirée. Ce serait un immense succès. Il faudrait condenser toutes les héroïnes si touchantes de ces auteurs en une seule qui serait à la fois Phèdre, Hermione, Dona Sol, Esmeralda, Anne d'autriche, Madame de Montsoreau ou la dame aux camélias, et faire entrer dans la pièce toutes les grandes tirades ou tous les mots célèbres. Grâce, monseigneur, grâce. Le danger et moi, nous sommes frères. C'était une noble tête de vieillard. Il est trop tard, etc., etc. Sans oublier la voix du sang, la lettre fatale, la croix de ma mère, la porte secrète, le forçat innocent, le sabre de mon père, l'échelle de corde, le poison des Borgia. Quelle pièce, messieurs, quelle pièce que celle qui réunirait toutes ces beautés. J'en parlerai à un auteur dramatique de mes amis. Dans les classiques concentrés, reprit Hélène, Racine est en 4 vers. Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel. Et Boileau en 4 vers. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. C'est donc cela, dit M. Ponto, que les romantiques du siècle dernier l'appelaient polisson. Bossuet en une ligne, madame se meurt, madame est morte. Fénelon en 2 lignes, Mentor, le sage Mentor, etc. Voltaire en 2 vers et 2 lignes. Ponson du Terrail en 3 lignes. Non, Rocambole n'était pas mort, etc. Victor Hugo en 4 vers. Émile Zola en 3 lignes. Dans le vert sombre et luisant des tas de choux, des bottes de carottes mettaient des taches rouges, etc. Chateaubriand en 2 lignes. L'homme, ce voyageur, etc. C'est parfait. On ne peut que féliciter le grand ministre, le rénovateur de l'instruction publique qui a si vaillamment rompu avec la tradition et si admirablement simplifié les études. De cette façon, la jeunesse achève rapidement ses études littéraires et peut consacrer tout son temps aux classes sérieuses et pratiques. Et maintenant, ma chère Hélène, que vous avez conquis vos grades universitaires, dites-moi ce que vous comptez faire. Moi dit Hélène en regardant son tuteur avec stupéfaction. Sans doute, le moment est venu de vous lancer dans une carrière quelconque. L'éducation pratique que je vous ai fait donner vous a mis à même de choisir. À votre âge, une jeune fille doit songer à se créer une position sociale. J'avoue, mon cher tuteur, n'y avoir pas encore pensé. Pas pensé à cela. Pas pensé à la carrière que vous devez embrasser. Que faisiez-vous donc au lycée de Plougadec les Cormorans? Je m'ennuyais, répondit Hélène. Vous me troublez prodigieusement. Voyons, réfléchissez. Comme tuteur, je vous invite à vous prononcer pour une carrière quelconque. Il le faut. Je croyais n'y être pas forcée, balbutia Hélène. Je ne me sens de goût bien déterminé pour aucune carrière. Aucune carrière? Croyez-vous donc pouvoir vous passer d'une profession? Je pensais. Toutes les carrières sont ouvertes maintenant à l'activité féminine. Le commerce, la finance, l'administration, le barreau, la médecine. Les femmes ont conquis tous leurs droits, elles ont forcé toutes les portes. Mes filles à moi, élevées par un père pratique, entendent ne pas rester des inutilités sociales. Elles entrent dans la finance. Ma maison de banque est réservée à mon fils Philippe, mais Barbe prendra la succursale de New-York et Barnabette celle de Constantinople. Vous avez reçu la même éducation pratique qu'elle. En auriez-vous moins profité? Hélène baissait la tête. J'y suis, poursuivit M. Ponto. Vous vous croyez dispensé du souci de conquérir par vous-même une position sociale, vous vous croyez riche. Ma pauvre enfant, sachez donc que, vos frais d'éducation payés, il vous reste à peine 10 000 francs de rente. J'ai des goûts simples, dit Hélène. M. Ponto éclata de rire. Innocente, s'écria-t-il, vous croyez pouvoir vivre avec cela? Vous ignorez donc que vos 10 000 francs de rente suffiront tout juste à payer le loyer d'un pauvre petit appartement de faubourg? Sans ascenseur ni électricité, dit le caissier. De toute nécessité, il vous faut travailler. L'éducation pratique que je vous ai fait donner vous ouvre une foule de carrières. Voulez-vous essayer de la finance? Voulez-vous devenir banquière? Agente de change? Je puis vous aider à vos débuts en vous trouvant une place chez une agente de change. Vous vous initierez là aux grandes questions financières, et avec de l'intelligence, de la volonté, de la persévérance, de l'initiative. J'ai l'horreur des chiffres, gémit Hélène. Mauvais symptôme.
Enfin, préférez-vous le barreau? Vous n'avez qu'à continuer vos études de droit. En 2 ans, vous pouvez être reçue avocate. Les membres du barreau féminin ont un avenir brillant devant elles. On abandonne de plus en plus les avocats masculins. Je vous ai dit que je n'avais jamais pu obtenir qu'un accessit dans mes 3 années de droit. C'est fâcheux. Si le barreau vous déplaît, vous pouvez devenir notaresse, non? Que pensez-vous de la médecine? Je me chargerai de pourvoir à tout pendant le cours de vos études. En travaillant sérieusement, vous pouvez arriver au doctorat en 5 ou 6 ans. Belle carrière encore pour une femme. Avec nos relations, je me charge de vous donner bien vite une des plus belles clientèles de Paris. Je ne me sens aucune vocation, répondit Hélène. Dans l'intérêt même des malades, j'aimerais mieux autre chose. Diable. Et le commerce? Le goût du commerce me manque absolument. L'administration, alors? Vous n'avez pas d'ambition, vous venez de me dire que vous aviez des goûts tranquilles, ce serait votre affaire. Une place dans un ministère vous irait. Là, pas de responsabilité, pas de tracas, un avancement lent, mais sûr. Hélène ne répondit pas. Cela ne vous va pas non plus? Mais alors vous n'avez de goût pour rien? Voyons, cherchez, réfléchissez. Comme tuteur, mon devoir m'oblige à la sévérité. Dans votre propre intérêt, il me faut secouer votre inertie. Je vous donne 8 jours pour réfléchir et pour fixer définitivement votre choix sur une carrière quelconque. Comme M. Ponto allait continuer à admonester une pupille si déplorablement douée au point de vue pratique, un tintement de sonnette électrique retentit. En même temps, le phonographe placé sur la table, après un tintement correspondant, prononça ces mots avec l'accent alsacien du concierge de l'hôtel. L'aérocab de madame. Ah, voilà maman, s'écrièrent Barbe et Barnabette en se levant. Mme Ponto venait d'atterrir au belvédère de l'hôtel, et déjà l'on entendait le glissement de l'ascenseur qui l'amenait des hauteurs de la maison au palier du premier étage. Barbe et Barnabette se précipitèrent et se jetèrent dans ses bras dans l'ascenseur même. Bonjour, mes enfants, dit Mme Ponto en se débarrassant d'une serviette d'avocat bourrée de papier. Eh bien, vous voilà donc revenus? J'attendais ce doux moment de la réunion avec des battements de cœur plus précipités de jour en jour. C'est pour aujourd'hui, me suis-je dit ce matin en m'éveillant. Nous pensions que vous aviez oublié le jour de notre arrivée, dit Barnabette avec un accent de reproche. Oublié le jour de votre arrivée? Moi? Fit Mme Ponto en redoublant de caresses. Vous dites cela parce que je n'étais pas au tube. Ah, mes enfants, la politique a des exigences cruelles. Cela m'a bien chagrinée d'être obligée de refouler pendant quelques heures de plus toutes les effusions, que dis-je, toutes les explosions de ma tendresse. Mais la politique, je dînais avec des amis politiques. Nous avions la ligne de conduite du parti féminin à déterminer pour la crise prochaine et tout un programme politique à élaborer. Vous savez que je pose ma candidature aux élections prochaines? Vrai? Tu es candidate, maman? Forcément, mes enfants. On m'impose mon mandat. Et savez-vous quel est mon concurrent? Savez-vous contre qui, bien malgré moi, je vais avoir à lutter? Contre votre père, mes enfants, contre mon propre mari, contre M. Ponto, candidat masculin. Une nuit agitée par le monsieur de l'orchestre, l'assassinat du roi de Sénégambie, l'enlèvement de la Malle des Indes, etc. Piège électrique à voleurs. Hélène, attristée par la révélation qui venait de lui être faite de l'absolue nécessité où elle se trouvait, avec ses misérables 10 000 livres de rente, de fixer à court délai son choix sur une profession quelconque mais lucrative, venait de gagner la chambre préparée pour elle à côté de celle de Barbe et de Barnabette. Fatiguée par les émotions de cette journée si mal terminée, Hélène, sans prendre garde au luxe déployé dans la décoration et l'ameublement, s'empressa de chercher avec le sommeil l'oubli de ces tourments nouveaux. En un clin d'oeil elle fut couchée. À 18 ans, le souci endort au lieu de tenir éveillé. Grâce à cet heureux privilège de la jeunesse, Hélène n'avait pas depuis 2 minutes la tête sur l'oreiller aux fines dentelles qu'elle dormait profondément. Le silence se faisait peu à peu dans l'hôtel. M. et Mme Ponto, après une courte discussion politique, avaient gagné leurs appartements particuliers. Barbe et Barnabette s'étaient endormies aussi, non sans avoir quelque temps encore bavardé d'une chambre à l'autre. Les heures passaient. Dans la chambre à peine éclairée par la lueur bleuâtre de la veilleuse électrique,
se dessinaient vaguement sur les blancheurs de l'oreiller les contours du visage d'hélène perdu dans les boucles éparses de ses jolis cheveux une respiration calme à peine perceptible un demi-sourire sur la figure reposée de la jeune fille montraient que les soucis de la position sociale à trouver ne la poursuivaient nullement dans ses rêves tout à coup un sifflement strident et prolongé l'éveilla brusquement hélène ouvrit les yeux en cherchant avec effarement ce que signifiait ce bruit étrange le sifflement semblait venir des profondeurs du lit hélène bondit terrifiée comme elle venait dans sa terreur de bouleverser son oreiller le sifflement s'entendit plus clair et plus net cela venait du traversin hélène osa y porter la main et rencontra une sorte de tuyau de caoutchouc un téléphone fit hélène avec un soupir de soulagement en saisissant l'appareil importun sa main fit jouer un ressort et le bec du téléphone s'ouvrit le sifflement s'arrêta aussitôt remplacé par une voix d'homme claire et bien timbrée la première de joséphine la dompteuse à la comédie-française on sait que la pièce de m fernand balaruc était attendue avec une si vive impatience par le tout paris lettré que depuis plus de 6 semaines on se dispute à la bourse avec un acharnement fantastique les moindres strapontins de couloir on se battait sous les arcades de corneille eden ou de molière palace comme on dit et ce soir les abonnés au téléphonoscope occupaient leurs fauteuils pour admirer de plus près les jambes si admirablement modelées de mme raynaud la farouche joséphine de m balaruc chambrée superbe le monde le demi-monde et le quart de monde ont envoyé leurs plus brillantes étoiles leur notabilité de primo cartello on se montre dans une loge s m le roi de monaco qui a quitté sa charmante capitale pour la solennité de ce soir au balcon mme la marquise de z et mme de r moulées dans les suaves compositions du couturier de génie mira mme de z en satin jaune des molletières au chapeau et mme de r en satin feuille de chou la belle mme f dans une toilette d'un haut style décolletée irrégulièrement d'une épaule à l'autre avec un goût miraculeux mme de c députée de saône-et-loire dans une sévère toilette de femme d'état dans les baignoires donnant sur le fumoir promenoir les plus délicieuses des demi-mondaines la savoureuse léa moulée dans un fourreau de satin orange blanche toc toujours délirante boulotte de blangy avec son gros boyard ancien vice-président de la république cosaque de kiel justine fly berthe etc à propos de demi-mondaines vous savez quel est le nouveau mot inventé par l'académicien b pour les désigner on les appelle maintenant des tulipes savez-vous pourquoi c'est bien simple c'est parce qu'elles coûtent cher à cultiver tulipe a du succès les autres appellations sont allées rejoindre dans le gouffre de l'oubli l'antique mot de lorette on bavarde beaucoup dans la salle et l'on fume avec rage enfin l'orchestre entame l'ouverture un pot-pourri sur les motifs à la mode le nez d'héloïse et je suis une femme émancipée au refrain toute la salle répète en chœur fallait voir le nez fallait voir le nez le nez le nez d'héloïse le premier tableau fait sensation nous sommes dans les coulisses de la baraque de la dompteuse joséphine s'habille les premières tirades sont saluées par un violent coup de sifflet tumulte le siffleur est accablé de trognons de pommes sommé de s'expliquer par le commissaire de police il s'écrie pour s'excuser je croyais que c'était en vers le public a gagné à l'interruption il a pu admirer plus longtemps les formes puissantes de la superbe mme reynald l'héroïne de fernand balaruc est une dompteuse entourée d'adorateurs je n'aimerai jamais leur dit-elle que celui qui viendra me faire une déclaration dans la cage de gustave mon grand lion de l'atlas au deuxième tableau le succès se dessine ce sont les débuts des nouveaux pensionnaires de la comédie-française les 4 lions savants récemment engagés les adorateurs de joséphine arrivent résolus à tenter l'épreuve demandée mais ils reculent au dernier moment séance de férocité des 4 lions savants bien rugi lion aurait dit le vieux classique hugo frémissements et cris de terreur dans la salle troisième tableau effet de nuit colbichard jeune étudiant en pharmacie a juré de triompher de la dompteuse il entrera le lendemain dans la cage de gustave mais préalablement plus malin que ses rivaux il s'introduit dans la ménagerie et fait avaler du bromure de potassium aux 4 lions au quatrième tableau le bromure a produit son effet colbichard entre bravement dans la cage et tombe sur les lions à coups de cravache
c'est le moment pour les lions savants de montrer leur talent colbichard fait sa déclaration à la dompteuse non seulement je ne les crains pas vos lions de l'atlas que la puissance de mon regard a subjugués mais encore vous allez voir ce que je vais leur faire et prenant le lion gustave par les oreilles il le traîne devant joséphine et s'assied dessus assez assez imprudent vous allez vous faire dévorer s'écrie joséphine colbichard redouble de coups de cravache les lions exécutent des sauts périlleux passent à travers des cerceaux et font le beau comme de simples caniches assez assez gémit la dompteuse épouvantée non dit colbichard passez-moi un jeu de dominos et tirant le lion gustave par le nez il le force à jouer aux dominos avec lui grâce je t'aime s'écrie enfin la dompteuse domptée en tombant dans les bras de colbichard des salves d'applaudissements accueillent ce magnifique dénouement toute la salle est debout le rideau se relève 3 fois et colbichard traîne sur le devant de la scène la dompteuse et le lion gustave dans les couloirs on pariait pour 1200 représentations la comédie-française a bien fait de s'adjoindre ces 4 nouveaux pensionnaires on s'occupe de faire répéter les rôles en double les lions seront difficiles à doubler on comprend dans quel embarras une maladie de gustave mettrait la maison de molière par mesure de prévoyance on a téléphoné à tombouctou pour demander quelques lions de renfort leur éducation sera difficile et demandera du temps l'auteur a promis de célébrer la 1000e par une fête babylonienne ne le plaignons pas il va gagner 1,5 million pendant les entr'actes comme nous flânions dans les coulisses nous rencontrons gustave en train de fraterniser avec les machinistes nous lui dérobons une poignée de crins sans qu'il daigne s'en apercevoir on pourra la voir demain exposée dans notre salle on dit mme reynald furieuse après l'ovation à elle faite au premier acte dans la scène de la toilette elle a vu la faveur du public se porter surtout sur gustave elle accuse les lions de faire tort à ses cheveux et à ses jambes sculpturales pourvu grand dieu qu'on ne se donne pas de coups de griffe entre étoiles dans les coulisses de molière palace le monsieur de l'orchestre le téléphone se tut j'ai eu bien peur fit hélène mais je comprends maintenant les journaux envoient les comptes rendus de théâtre à leurs abonnés par téléphone c'est beau la science c'est beau la littérature mais je dormais si bien hélène remit son oreiller sur le traversin au téléphone et chercha tout de suite à reprendre son somme interrompu pendant quelques minutes les lions savants de la comédie-française occupèrent son esprit la dompteuse gustave le lion de l'atlas le pharmacien colbichard molière et le monsieur de l'orchestre tournoyèrent dans une ronde fantastique luttant de verve endiablée dans les exercices de férocité qui avaient produit une si vive impression sur le public de la comédie-française puis les lions de l'atlas lâchés dans la salle avalèrent quelques spectatrices et broyèrent le buste en marbre de corneille puis hélène s'endormit pour de bon elle dormait depuis 10 minutes à peine lorsque le sifflement strident qui l'avait déjà réveillée une première fois l'arracha violemment encore du pays des rêves après une demi-minute d'effarement hélène retrouva tous ses esprits encore un compte rendu il y avait sans doute 2 premières représentations ce soir un second monsieur de l'orchestre va me raconter une deuxième pièce eh bien je ne l'écouterai pas je veux dormir moi et couvrant soigneusement le tuyau téléphonique avec son oreiller hélène s'appuya dessus de toutes ses forces espérant étouffer au passage les nouvelles apportées par l'ennemi de son sommeil mais l'horrible sifflement retentissait toujours et bientôt hélène fut convaincue de l'impossibilité de dormir avec ce bruit désagréable sous l'oreiller écoutons-le dit-elle ce sera plus vite fini hélène souleva encore une fois son oreiller et rendit la liberté au téléphone le sifflement s'arrêta aussitôt ferbana 11 heures du soir dit le téléphone sa majesté le roi de sénégambie vient d'être assassiné des bombes à la dynamite et des torpilles électriques ont été lancées sur le palais comme le roi venait de rentrer avec ses femmes d'une représentation des huguenots à l'opéra sénégambien en ce moment des détonations épouvantables se succédant avec rapidité jettent la terreur dans la ville sa majesté a été tuée par la première bombe le palais est en flammes ce n'est pas le monsieur de l'orchestre dit hélène c'est terrible mais c'est moins long que de la critique théâtrale le téléphone ne disait plus rien hélène attendit un instant avant de remettre sa tête sur l'oreiller
le téléphone restant muet elle se rendormit d'un sommeil maintenant pénible et agité le silence dura une grande demi-heure puis soudain le sifflement d'appel retentit encore hélène rêvait de bombes et d'obus à la dynamite le sifflement l'effraya ferbana 11h30 reprit le téléphone l'horreur nous pénètre et glace nos paroles sur nos lèvres les conspirateurs après avoir lancé leurs bombes se sont précipités sur le palais en flammes le poste des gardes du corps ayant sauté dès le début ainsi que l'appartement particulier de sa majesté ils n'ont rencontré qu'une faible résistance seuls quelques ministres dévoués se sont fait tuer sur les marches du grand escalier quand tous eurent succombé sous le nombre les conspirateurs se ruèrent dans les appartements particuliers toute la famille royale a été massacrée personne n'a échappé ferbana 11h40 les pompiers accourus aux premières lueurs de l'embrasement du palais ont été repoussés par des bombes tout un quartier de la ville est en feu hélène commençait à ne plus savoir si elle rêvait ou si elle était éveillée l'effroi la gagnait ce fut en vain qu'elle tenta de fermer les yeux quand le téléphone en eut fini avec le massacre de la famille royale de sénégambie 10 minutes après d'ailleurs le téléphone reprit yokohama midi un quart une révolution semble imminente après avoir voté 4 ordres du jour de blâme fortement motivés contre le ministère la chambre des députés vient de mettre le ministère en accusation le président a répondu par une mise en état de siège de la ville et de la province de yokohama la garde nationale a refusé d'obéir aux ordres de désarmement yokohama 1h devant l'attitude énergique de la population le ministère a donné sa démission le président cherche vainement à constituer un nouveau cabinet les rédacteurs en chef des principaux journaux appelés au palais de la présidence engagent le président à donner sa démission yokohama 1h15 la garde nationale marche contre le palais l'armée est hésitante nankin 1h le sénat vient de repousser l'article 25 de la loi sur les douanes les soies valent 78,25 la bourse baisse sur des bruits de révolution au japon le téléphone resta muet pendant un bon quart d'heure puis il reprit de plus belle melbourne 3h horrible accident 24 maisons de 12 ou 15 étages chacune se sont écroulées subitement 600 cadavres viennent d'être retirés des décombres boukhara 5h du matin le tube asiatique continental a été coupé cette nuit à la hauteur de badakhsho dans les montagnes une bande de brigands a capturé la malle des indes les voyageurs au nombre de 250 parmi lesquels on comptait bon nombre de femmes et d'enfants ont été soumis à d'horribles tortures décapités et jetés dans un précipice un train spécial a porté un corps de troupe à badakhsho 200 brigands ont été fusillés on pense que les bandits ont entraîné dans leurs repaires quelques voyageurs survivants arrivera-t-on à temps pour les sauver costa rica 2h le président vient d'être assassiné cela fait le 5e depuis le commencement de l'année on commence à s'inquiéter de ces malheurs successifs le commerce murmure contre les agissements irréguliers et illicites d'une minorité brouillonne hélène cherchait vainement à fermer les yeux les dépêches se succédaient toujours je veux dormir pourtant s'écria la pauvre enfant affolée ce téléphone ne s'arrêtera donc pas que faire comment l'empêcher une idée lui vint elle sauta hors du lit et chercha dans le petit sac de nuit déposé sur une chaise la paire de ciseaux de son nécessaire saisissant alors le tuyau qui continuait à parler elle essaya de le couper impossible trop dur c'est du caoutchouc vulcanisé gémit hélène en jetant ses ciseaux ébréchés constantinople 4h du matin dit le téléphone une effroyable catastrophe vient encore s'écria hélène épouvantée ses yeux rencontrèrent au fond de son lit un grand cadre renfermant une douzaine de timbres avertisseurs électriques étiquetés en grosses lettres femme de chambre concierge aérostier incendie alarme voleur indisposition etc sans plus réfléchir et sans choisir hélène appuya violemment sur des timbres immédiatement un effroyable vacarme de sonneries retentit dans l'hôtel des tintements électriques continus s'entendirent dans tous les sens à droite à gauche aux étages supérieurs et au rez-de-chaussée une cloche sonna dans le jardin et partout des portes s'ouvrirent
en même temps la chambre d'hélène s'emplit d'une fumée âcre et nauséabonde dont les tourbillons semblaient s'échapper d'une boîte placée sur une console dans un angle de la pièce la veilleuse électrique voilée par l'épaisse fumée semblait un lumignon expirant hélène épouvantée par l'obscurité par le vacarme produit dans l'hôtel et saisie à la gorge par les gaz asphyxiants appelait désespérément d'une voix étranglée par des quintes de toux pour mettre le comble à sa détresse le sifflement du téléphone retentit et la voix mystérieuse s'entendit de nouveau boukhara 6 heures du matin cadavres viennent d'être découverts on n'espère plus arriver à temps pour sauver les derniers prisonniers de la malle des indes un bruit de pas dans le couloir rendit à hélène un peu de courage à moi au secours cria-t-elle nous voilà ma chère enfant rassurez-vous répondit-on eh bien où est le feu demanda ponto en toussant et éternuant avec rage je ne sais balbutia hélène cette fumée a envahi ma chambre cette fumée c'est le gaz extincteur que la boîte de secours a laissé échapper lorsque vous avez frappé sur le timbre d'alarme c'est cette fumée qui éteint le feu mais je ne vois pas de feu serait-il déjà éteint où était-il je ne sais pas répondit hélène comment vous ne savez pas où était-il lorsque vous avez sonné je ne l'ai pas vu je ne savais pas j'ai frappé sans choisir le premier timbre venu alors il n'y a pas de feu j'avais peur vous aviez peur malheureux enfant vous jetez l'alarme dans toute la maison sans motif vous sonnez l'incendie vous ne savez donc pas que les pompiers du poste sont déjà prévenus et que les pompes à vapeur sont en marche sur l'hôtel tout cela pour une terreur de jeune fille vite le contre-signal pour les arrêter m ponto frappa sur un timbre toutes les sonneries de l'hôtel s'arrêtèrent instantanément l'appareil donna un coup de sifflet strident que tous les appareils répétèrent de chambre en chambre jusque dans le jardin et dans la rue c'est le contre-signal dit m ponto l'alarme causée par votre étourderie va se calmer et maintenant de quoi donc avez-vous eu peur vous avez rêvé le téléphone interrompit le banquier boukhara 6h30 encore un cadavre le corps horriblement mutilé d'une jeune dame vient hélène poussa un cri tenez voilà ce qui m'a épouvantée c'est cet horrible instrument qui toute la nuit m'a parlé de cadavres d'assassinats d'accidents de révolutions m ponto s'écroula dans un fauteuil en éclatant de rire ce n'est que cela s'écria-t-il c'est le téléphone qui vous a effrayé c'est pour des dépêches de boukhara que vous jetez l'épouvante dans une paisible maison de chatou pardonnez-moi dit hélène confuse je ne savais plus ce que je faisais mais ce n'est pas votre faute ma chère enfant c'est la faute de la femme de chambre qui a négligé de fermer tout à fait le téléphone en faisant votre lit c'est elle qu'il faut gronder nous avons le téléphone dans toutes les chambres mais quand on ne veut pas être réveillé on ferme le récepteur et les dépêches de nuit restent dans le tuyau le matin on ouvre et on les a tout en bloc pour moi qui ai besoin de connaître à n'importe quelle heure les événements graves survenant dans les 5 parties du monde j'ai à mon téléphone particulier un compteur qui ne laisse passer que les dépêches importantes mais j'ai été réveillée d'abord par le compte-rendu d'une pièce de la comédie-française la dompteuse oui j'ai eu aussi mon compte-rendu de la gazette téléphonique il paraît que c'est un succès c'est la faute de la femme de chambre si elle avait fermé votre téléphone vous auriez dormi tranquillement tenez ma chère enfant voyez-vous vous n'avez qu'à appuyer sur ce ressort et votre téléphone est muet allons vous allez être tranquille maintenant il est 3 heures vous avez encore quelques heures pour vous rattraper de votre veille forcée allons bonne nuit et une autre fois faites attention au timbre d'alarme m et mme ponto avaient regagné leurs appartements la maison si singulièrement troublée avait retrouvé sa tranquillité les vapeurs asphyxiantes du gaz extincteur d'incendie s'étaient dissipées hélène remise de ses terreurs et guérie de sa toux avait eu grand'peine à se rendormir mais enfin elle y était arrivée il était pourtant écrit que cette nuit serait jusqu'au bout mauvaise car vers 3h30 la malencontreuse sonnerie d'alarme éclatant à son oreille la tira brutalement de ce bon sommeil qu'elle commençait à peine à savourer ah fit hélène en se dressant avec une migraine soudaine la lampe électrique se ralluma d'elle-même hélène à sa clarté put lire sur le cadre l'étiquette du timbre avertisseur d'un seul coup elle retrouva ses terreurs le timbre d'alarme était étiqueté voleur le vacarme de sonneries et d'allées et venues reprit dans l'hôtel
hélène s'habilla rapidement et se précipita dans les couloirs sans trop savoir ce qu'elle faisait eh bien où allez-vous comme cela dit un homme en robe de chambre qui passait dans le couloir ah monsieur ponto les voleurs eh bien nous allons les prendre que signifie cette figure bouleversée vous avez peur encore oui non balbutia hélène quelle jeune fille timide vous faites vous avez toujours peur voulez-vous les voir nos voleurs suivez-moi c'est la caisse qui est attaquée nous y allons le concierge venait au-devant de m ponto c'est dans la petite caisse de la banque qu'ils se sont introduits monsieur dit-il ils ne sont que deux mais il y en avait deux autres qui faisaient le guet au dehors ceux-là se sont sauvés au premier bruit nous allons pincer nos deux gaillards dit m ponto hélène prête à défaillir s'appuya au bras de son tuteur du calme dit le banquier vous allez rire ma petite hélène nous voici à la caisse nos voleurs sont là derrière cette porte hélène fit un pas en arrière ne craignez rien en attendant l'arrivée de la police que le timbre d'alarme a prévenu en même temps que nous allons examiner tranquillement ce gibier de potence et m ponto malgré les efforts d'hélène cramponnée à ses bras ouvrit bravement la porte voici nos sacripants fit m ponto en s'appuyant à la porte regardez-moi ces figures ma chère enfant hein quelle mine de chenapans mais ils dansent s'écria hélène au comble de la stupéfaction parbleu et une fameuse polka regardez-les en toute tranquillité c'est très curieux hein quelle contorsion quelles jolies grimaces ils ne sont plus dangereux en effet les deux sacripants ne semblaient guère dangereux une lanterne sourde posée sur un bureau des ciseaux à froid des pinces des trousseaux de rossignols épars sur le plancher indiquaient cependant assez leur profession mais les possesseurs de ces instruments ne semblaient guère disposés à s'en servir ils dansaient sautaient sans suivre aucune mesure et avec des déhanchements bizarres inusités dans la simple polka levant une jambe puis l'autre et agitant les bras par brusques saccades vous ne comprenez pas dit ponto non innocente vous ne comprenez pas que ma maison est protégée électriquement le caissier en partant pousse certain ressort qui met la caisse en communication avec une forte batterie électrique dès que mes sacripants ont touché à la caisse un courant électrique passant dans toute la pièce les a frappés et la danse a commencé voyez comme ils sautent sur chaque jambe ils ne peuvent toucher le sol sans recevoir une secousse voici la police monsieur dit une voix 4 sergents de ville en capote à capuchon s'avançaient guidés par le concierge nous allons cueillir ces deux gaillards dit un brigadier en tirant de sa poche une paire de menottes les deux autres qui faisaient le guet se sont envolés dans un aérofiacre marron mais on est sur leurs traces allons fit le banquier en touchant un timbre voici le courant électrique interrompu on peut entrer maintenant les deux voleurs ne polkaient plus le sol avait cessé de leur lancer les effluves électriques épuisés par les secousses ils s'étaient laissés tomber sur le plancher ahuris et penauds debout dit le brigadier en leur frappant sur l'épaule allons tendez les pouces mes petits amours que nous vous mettions de jolis bracelets et au poste quelle nuit fit hélène en regagnant sa chambre après le départ des voleurs je ne dormirai plus maintenant agrandissements et embellissements de paris les quartiers aériens un casino en ballon nuage palace un grand couturier le musée de l'industrie le tramway des beaux-arts photopeintre et ingénieur en sculpture vers 9 heures du matin barbe et barnabette réveillèrent hélène que la fatigue avait fini par endormir eh bien paresseuse on ne se lève pas et nos promenades et notre programme de distraction ce fameux programme arrêté au collège il n'est plus question de promenade pour moi répondit hélène vous n'avez pas entendu ce que m'a dit hier mon tuteur j'ai 8 jours pour me choisir une carrière il me faut travailler et nous aussi mais en attendant nous avons un peu de vacances tu as 8 jours à toi nous les emploierons en promenade ce n'est pas en restant ici que tu la trouveras ta carrière nous partons dans 1 heure j'ai une migraine atroce c'est par le grand air que tu la traiteras tu as 1 heure pour faire ta toilette et déjeuner sommairement nous laissons là notre uniforme de lycéenne et nous endossons une petite toilette de jeune fille sérieuse bien simple bien modeste en attendant celle que nous irons dès aujourd'hui commander chez mira le grand couturier à la mode
lorsque hélène coiffée habillée et prête à sortir entra dans la salle à manger, elle trouva les meubles mis de côté et tout le milieu de la pièce occupé par une immense carte étendue à terre. Qu'est-ce que cela demanda-t-elle en riant. Tu vois, nous faisons de la stratégie, nous préparons nos opérations, nous potassons notre petit plan de Paris. Il est immense, votre petit plan. 6 mètres sur 6. Il n'en faut pas moins pour un plan détaillé et complet. Celui-ci est le dernier paru, il est au courant des derniers arrangements et des embellissements. Ah, les embellissements, dit Barnabette. Pendant les 8 années que nous avons passées au lycée, il paraît que des changements énormes et de merveilleux embellissements ont été opérés. Nous sommes des provinciales, puisque nos 10 journées de vacances annuelles, nous les passions au bain de mer. Paris s'est encore agrandi pendant ce temps-là. Papa me disait qu'il y a 10 ans, Chantilly était encore hors barrière, en province. Maintenant, c'est un faubourg. Et Rouen qui vient d'être annexé. Vers l'est, Paris ne va que jusqu'à Meaux. Nous verrons tout cela. Nous prenons un aérocab et nous volons d'abord chez le couturier. Aidez-moi donc à plier le plan. Nous l'emportons demanda hélène. Certainement, nous pouvons avoir besoin de le consulter. Après un déjeuner rapide, les 3 impatientes jeunes filles, laissant un adieu pour m ponto dans leur phonographe, montèrent dans l'ascenseur qui les porta en moins de rien au belvédère de l'hôtel. Un aérocab les attendait. Sans même consacrer 1 minute au superbe panorama que l'oeil embrassait de la plate-forme de l'hôtel, les jeunes filles s'installèrent dans le véhicule après avoir jeté l'adresse du couturier au mécanicien. Mira, le grand couturier, avait son hôtel ou plutôt son château à Passy, non loin des hauteurs du Trocadéro, reliées à la plate-forme de l'Arc de Triomphe par un nouveau quartier aérien. L'aérocab fila en droite ligne par-dessus les ponts superposés de la Seine, les viaducs doubles et triples, construits pour les différents tubes, ces artères qui mènent et promènent sans cesse, du cœur aux extrémités de la France, des flots mouvants de voyageurs. L'aérocab, en approchant de Passy, descendit à une altitude de 75 mètres et modéra son allure. Depuis que le grand problème de la direction des aérostats a été victorieusement résolu, un changement des plus importants dans l'architecture des maisons a été imposé par l'importance de plus en plus grande de la circulation aérienne. Jadis, on entrait dans les maisons par en bas et les beaux appartements se trouvaient aux étages inférieurs. Les étages supérieurs et les mansardes étaient pour les petites gens. Nous avons changé tout cela. Ce qui était naturel et logique pour nos bons et pédestres aïeux, ces gens si terre à terre, devenait impossible pour nous. On entre maintenant dans les maisons par en haut, bien que forcément l'entrée du rez-de-chaussée ait été conservée pour les piétons. On n'a pas pour cela 2 concierges, ce qui eût été loin de constituer un progrès. On n'en a qu'un seul, logé sur le toit, dans le belvédère d'arrivée même ou sous le belvédère. Ce concierge aérien communique avec l'entrée inférieure par un téléphonographe, moyen de communication très suffisant pour dire à un visiteur au 2e, la porte à gauche, mais avec lequel les cancans sur les épouses des locataires peuvent être dangereux. Les grands appartements sont aux étages supérieurs, le plus près possible des toits. Dans les grandes maisons, les principaux locataires ont leur belvédère particulier ou de petits belvédères balcons. Naturellement, les maisons sont numérotées en haut comme en bas, et des plaques indicatrices, élevées sur des poteaux, portent les noms des rues en caractères suffisamment gros pour être lus à 25 mètres en ballon. M. Mira était chez lui. De leur aérocab, les jeunes filles aperçurent sur sa terrasse le pontife de l'élégance en train de reconduire des clientes. M. Mira, fournisseur habituel de mme ponto, était prévenu. Permettez-moi de vous étudier un instant, dit-il aux jeunes filles dès les premiers mots. Montez, je vous prie, sur ce piédestal. Ayez l'obligeance de lever la tête. Baissez-la. Soyez assez aimable pour lever les bras. Marchez. Tournez-vous. Je vous demande encore 2 minutes. Le temps de laisser venir l'inspiration. Bien, très bien, je la tiens. Entrez dans ce salon et amusez-vous à examiner mes dernières créations pendant que je vais causer avec mes collaborateurs et jeter mes idées sur le papier. M. Mira n'avait pas volé son immense et universelle réputation. Les jeunes filles en furent convaincues au premier regard jeté, avec respect,
sur les créations du grand artiste. M. Mira était complet. C'était à la fois un homme d'imagination et un homme d'érudition, un poète et un archéologue. À côté de toilettes sorties tout entières du cerveau du grand homme, des costumes de styles historiques variés attestaient la sûreté de son goût et l'étendue de son savoir. Sans que l'on s'en doute, les progrès de la science et les nouvelles idées politiques et sociales sont pour quelque chose dans les variations de la mode. La navigation aérienne et la déclaration solennelle des droits de la femme ont collaboré avec Mira pour amener les modes semi-masculines actuelles. Les longues jupes de nos grand'mères étaient par trop incommodes pour monter en aérostat, et de plus, les femmes d'opinions avancées les considéraient comme les symboles de l'antique esclavage. Après quelques années de lutte mouvementée entre jupes longues et jupes courtes, ces dernières triomphèrent et le costume semi-masculin fut adopté par toutes les femmes. L'imagination des couturiers, et en particulier celle de l'immense Mira, trouva des modèles charmants. Les femmes portèrent des jupes très courtes relevées sur des culottes de velours de soie, sur des molletières de cuir de Russie brodées d'arabesques. Les grandes élégantes arborèrent les toilettes archéologiques, des costumes Louis XVI, Louis XVIII ou Moyen Âge ou 1830, toujours arrangés et masculinisés. Le champ de l'histoire est vaste. En poussant ses recherches vers la mode archéologique, M. Mira répondait au goût actuel, universellement porté vers la science, et faisait d'heureuses trouvailles d'ajustements oubliés, de dessins pleins d'intérêt. M. Mira rejoignit ses clientes après un petit quart d'heure. « C'est fini, dit-il aux jeunes filles. Je n'ai pas abordé pour vous l'archéologie pure, je suis resté dans le domaine de la fantaisie historique. J'ai 3 costumes à faire pour chacune de vous. J'en vois 2 en fantaisie pure et 1 en fantaisie historique. Les croquis sont faits et les ordres donnés. « Déjà » fit Barnabette. « Et peut-on voir les croquis ?»« Oh, impossible !» répondit Mira. « Jamais je ne montre de croquis à mes clientes. De 2 choses l'une. Ou elles me feraient des remarques et des observations, ou elles n'en feraient pas. Si elles n'en font pas, leur faire voir les croquis est inutile. Et si elles en font, cela gêne la verve, cela refroidit l'imagination. Vous recevrez les toilettes dans 3 jours. Il était inutile d'insister. Les jeunes filles s'inclinèrent devant le maître et reprirent leur aérocab. « Et maintenant, dit Barnabette, tout à la promenade. Mécaniciens, à l'Arc de Triomphe. » De grandes transformations venaient de bouleverser ce quartier de Paris. Depuis longtemps la place manquait dans le Paris central. La nombreuse population qui ne peut s'envoler vers les quartiers éloignés, vers les faubourgs charmants qui s'allongent en suivant les méandres de la Seine jusqu'à Rouen, la vieille capitale normande devenue faubourg de Paris, ne trouvait plus à se loger, bien que les maisons eussent gagné considérablement en hauteur. 10 ou 12 étages à chaque maison ne suffisant plus, il fallait prendre de plus en plus sur le ciel. Des spéculateurs hardis ont acheté l'Arc de Triomphe et le palais construit au siècle dernier sur les hauteurs du Trocadéro. Un tablier de fer colossal, soutenu de distance en distance par des piliers de fer portant sur des cubes de maçonnerie, a été jeté du sommet de l'Arc de Triomphe aux 2 tours du Trocadéro par-dessus tout un quartier. La place de l'Étoile, couverte entièrement, a été convertie en jardin d'hiver. Au-dessus, c'est-à-dire directement sur l'Arc des Batailles, un immense palais s'est élevé, portant à des hauteurs inusitées ses pavillons et ses tours. Ce palais est un grand hôtel international. Il contient 10 000 chambres ou appartements, réunissant l'élégance parisienne au confortable comme on l'entend dans les 5 parties du monde. L'hôtel international symbolisant, pour ainsi dire, l'union des peuples, les architectes, pour rester dans la donnée, ont voulu tenter l'union des styles. Extérieurement et intérieurement, l'hôtel international réunit dans un ensemble grandiose et harmonieux les architectures de tous les peuples. L'édifice central est européen, l'aile gauche asiatique et américaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.